Mes chers amis, après ce premier tour des primaires, c'est à Lyon et c'est avec vous que je viens amplifier ma campagne. C'est d'ailleurs plus qu'une campagne, c'est plus qu'une élection partisane. C'est une belle et grande bataille pour notre pays qui a commencé. C'est une bataille qui vous appartient, c'est une bataille qui appartient à notre peuple. 4 millions d'électeurs ont participé à ce premier tour de la primaire. Il y a 6 mois, certains escomptaient 1 million d'électeurs. Il y a 3 mois, d'autres espéraient 2 millions. Moi-même, j'avais pronostiqué 3 millions. Eh bien non, ce fut 4 millions. 4 millions de Françaises et de Français passés sous les radars des observateurs et des sondages. 4 millions de citoyens qui patiemment, silencieusement, ont mûri leur choix. Cette vague qui monte, elle porte un nom, celui de la France. Et cette vague, elle n'est pas de mon seul fait. Cette vague, elle est soulevée par tous les Français de bon sens, par les Français épris de vérité, par les Français épris de cette volonté d'être respectés, d'être debout. Beaucoup pensaient que cette primaire était jouée d'avance. Et d'ailleurs, ils avaient mis en marche le rouleau compresseur médiatique. Mais nous sommes un peuple libre. Nous sommes un peuple fier. Nous sommes un peuple qui n'aime pas qu'on lui dicte son comportement. Et dimanche dernier, vous avez tout bousculé. Eh bien, je veux rendre hommage à ce peuple qui refuse qu'on le ligote, et je veux dire que l'honneur doit être rendu à la démocratie qui refuse les cadenas et les verrous. Rien n'était joué avant le 20 novembre, et rien n'est joué aujourd'hui. Nous avons gagné la première manche, mais moi je ne me laisse pas emporter par les vivas et par les pronostics d'un microcosme qui m'enterrait il y a 2 mois. Moi, je ne change pas. L'actualité peut tourbillonner, les sondages peuvent continuer leur yo-yo. Depuis 3 ans, je trace ma route, et je trace ma route pour un projet et pour mon pays. Je veux du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis le début, me font confiance. Ils ont été exceptionnels de dévouement et de cran. Je veux en particulier remercier tous les élus de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme je ne peux pas les citer, vous me permettrez de citer à la place de tout cela François-Noël Buffet et Xavier Breton qui a pris la parole à l'instant. Pour tous les autres élus qui m'ont soutenu depuis le début et qui sont très nombreux ici, je vais faire la même chose, je vais en choisir un seul, le meilleur, le plus grand, le premier, Gérard Larcher, le président du Sénat. Je veux remercier sincèrement Laurent Wauquiez pour son appui, parce que sa voix compte ici. Et à travers lui, je veux remercier tous les élus qui se retrouvent au 2e tour dans ma démarche. Bruno, merci de ton soutien. Merci de ton soutien immédiat et carré. Tu as défendu sans complexe tes idées. Tu as bataillé pour une rénovation de notre système politique qui en a bien besoin. Tu as du talent. Tu veux être utile à l'intérêt national. Eh bien, sois pleinement bienvenu à mes côtés. La primaire a sa logique. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on choisit encore plus. Mais aussi, on se rassemble. On se rassemble sans calcul et sans amertume.
Personne ne doit se sentir humilié. Nous sommes tous membres de la même famille politique. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous distingue, et c'est la raison pour laquelle je tends la main à tous ceux qui veulent, avec moi, servir notre pays. Et puis, j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy. Nous étions différents, nous sommes différents, mais nous avons tous deux formé un des tandems parmi les plus efficaces de la Ve République. Et je veux dire que sa présidence fut tellement plus audacieuse que celle de François Hollande. Le soir du premier tour, je l'ai appelé au téléphone. À l'heure où il se retire avec élégance, je veux lui adresser à nouveau le témoignage de mon respect. Mes amis, dans ce dernier sprint, je vous demande de mettre le turbo partout où votre voix peut être entendue. Je ne vous dis pas aidez-moi, je vous dis allez encore plus vite que moi, foncez, osez, assumez ce que vous voulez et ce que vous êtes et plantez dans cette primaire le drapeau de vos convictions. Toute l'énergie que nous mettons dans cette primaire, ce sera du terrain gagné pour les prochaines présidentielles. Ensemble, il s'agit de mettre un point final à ce quinquennat d'échecs et au passage d'en finir avec toutes ces idées fausses qui, depuis 30 ans, nous empêchent de moderniser vraiment notre pays. François Hollande nous laisse une France en dépôt de bilan, économique et moral. Il n'aura été ni un grand président, ni un président normal, puisque, tout simplement, il n'aura jamais vraiment compris ce qu'est être président de la République. L'honneur, comme la sagesse, voudrait qu'il renonce à se représenter. Mais il ne fera sans doute pas, convaincu qu'il est que la démocratie, c'est un jeu à somme nulle. Alors je l'affronterai, lui ou un autre, comme j'affronterai l'extrême droite et son programme démagogique, et le moment venu, nous les vaincrons. Mais depuis le début, je dis et je répète que la défaite de nos adversaires n'est pas une fin en soi. Je me bats, nous nous battons pour redresser notre pays. Et ce devoir m'apparaît si urgent, si vital, que sans compromis, j'ai fait de la vérité l'axe de notre sursaut collectif. Et cette vérité, la voici, l'état d'urgence est partout. Il est contre le totalitarisme islamique qui nous a déclaré la guerre et contre lequel il n'y a pas d'autre choix que celui de l'inflexibilité. L'état d'urgence est en Europe, tétanisé par le Brexit et le manque de leadership et de vision. L'état d'urgence est chez nous, économique, social, financier, sécuritaire, existentiel aussi, parce que c'est bien notre destin qui se joue entre déclin ou sursaut. Il n'y a pas d'échappatoire. Nous sommes 66 millions de Français dans un monde de 7 milliards d'êtres humains, assoiffés de réussite. Personne ne nous fera de cadeau, pas plus le président chinois que le président américain. Pas de dérobade. Avec notre montagne de dettes, nous glissons vers la faillite. Le temps du dumping monétaire ne durera pas éternellement. Chaque point d'augmentation des taux d'intérêt scellera un peu plus notre dépendance à l'égard des marchés financiers, du Qatar et des autres fonds de pension américains.
La politique française ne se fait pas à la corbeille, s'exprimait le général de Gaulle. Non, mon général, mais si rien n'est fait, elle va se faire au Fonds monétaire international, à Washington et à Pékin. Notre seule marge de manœuvre réside dans notre capacité à travailler plus, à travailler tous, à dépenser moins et à nous saisir de toutes les potentialités technologiques qu'ouvrent les ruptures scientifiques dont l'esprit français est capable. Devant l'urgence, pas de ruse. L'élection présidentielle de 2017 ne peut pas être celle d'une alternance classique. Elle doit être le point de départ d'un peuple qui, par tous ses instincts de vie, se met à l'offensive et à l'action. Les agriculteurs, les médecins, les enseignants, les policiers, les artisans, les entrepreneurs et tant d'autres encore, que j'ai rencontrés au cours des 3 années où j'ai arpenté notre pays. Je me suis nourri de leurs paroles. J'ai ressenti leur peur du déclassement. J'ai entendu leur rage de voir notre pays paralysé. Dans cette primaire, je suis porté par leur énergie. Je suis porté par leur désir de justice. Je veux incarner l'orgueil d'une nation qui ne se laisse pas abattre. Je veux être leur porte-parole dans un monde qui a besoin de la France. C'est mon combat. Et je viens vers vous porté par la confiance que fait naître en moi cette incroyable aventure d'un pays qui, par sa bravoure, sa culture, son goût du progrès, a réussi à se placer parmi les 5 plus grandes puissances du monde. Nous sommes les héritiers d'une nation bâtie par des femmes et des hommes qui ont travaillé sans relâche. Et tout nous commande de faire au moins aussi bien qu'eux. Cette nation de paysans, de châteaux et de sans-culottes, cette nation fille de la chrétienté et fille de l'esprit des Lumières. Cette nation est montée sur les barricades pour la justice, elle s'est sacrifiée pour son indépendance, afin que le peuple français soit toujours libre, libre de dire « je suis là et j'exige le respect ». Exigez ce respect, exigez-le de toutes vos forces et assumons ensemble l'effort qu'il réclame. Nous avons 2000 ans d'épopée derrière nous et nous allons faire en sorte que cette épopée ne s'arrête pas maintenant. Je suis gaulliste et je n'oublie rien de Philippe Séguin. Le combat pour la souveraineté nationale, ce combat pour la souveraineté nationale, je le poursuis avec mes idées, avec mon tempérament, avec ce monde qui change, mais toujours pour la grandeur d'une espérance française. Au plus profond de moi, il y a une conviction intime que je veux vous livrer. On ne dirige pas la France sans avoir conscience de tenir entre ses mains quelque chose de sacré. Quelque chose qui, dans 10 ans, doit être pour vous et pour nos enfants une source d'ardeur et une source de fierté. François Hollande a abîmé la fonction présidentielle. La présidence des faits divers et des messes basses ne sera pas la mienne. Il n'y a pas d'autorité sans prestige, il n'y a pas d'autorité sans une certaine dignité et sans une intégrité certaine. Si j'avais l'honneur de présider notre pays, je me sentirais dépositaire d'une mission qui commande tous les services, toute l'exemplarité qui sied à cette charge et surtout tous les actes nécessaires à l'intérêt supérieur des Français et de leur patrie. C'est ma conception du devoir et c'est le sens de ma campagne. Et d'ailleurs, si tel n'était pas le cas, je ne viendrai pas devant vous avec un projet aussi tranché, avec un projet aussi peu politicien, un projet qui propose la fin des 35 heures, la baisse drastique du nombre d'emplois publics et 100 milliards d'économies. Oui, si le sens du devoir n'était pas en moi, je vous promettrais n'importe quoi, à n'importe quel prix et si possible sans effort.
Parce que c'est, paraît-il, ainsi qu'on achète le vote des Français. Mais c'est aussi à grands coups d'illusions et de mesures prudentes qu'on achèvera un jour la France. Mon diagnostic est sans concession parce que je ne veux laisser aucune place à l'hésitation. 6 millions de chômeurs, 2200 milliards de dettes, des quartiers déglingués par la délinquance, la drogue et le chômage, des cités interdites à la police, des campagnes abandonnées, des classes moyennes et des familles qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, les plus beaux actifs de la France rachetés par l'étranger, l'intégrisme qui submerge les musulmans de France et les votes extrémistes qui gangrènent notre société. On ne va pas tenir longtemps comme cela. Lorsque je dis que le cœur du mal français relève d'un moteur économique en sous-régime, incapable de créer de la croissance et de soutenir le pouvoir d'achat, lorsque je dis que le plein emploi est une priorité vitale qui réclame toutes les ruptures, lorsque je répète que la faillite nous guette, bref, lorsque j'affirme qu'il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement, alors on me rétorque que je vais trop loin. À tort, Alain Juppé juge mon projet trop radical, trop risqué. Eh bien, je lui rétorque que si on n'est pas radical maintenant, je me demande quand est-ce qu'on le sera. Je lui réponds que si on ne prend pas tous les risques maintenant, alors je me demande quand est-ce qu'on les prendra. J'entends Alain dire que la réduction de 8% des emplois publics en 5 ans serait impossible et que le retour des 39 heures pour les fonctionnaires serait trop brutal. Eh bien, si on ne peut rien faire pour éviter la faillite, alors mieux vaut rester chez soi. Non, je ne vais pas trop loin. Lorsque je dis qu'il faut se donner les moyens du redressement, je suis dans le vif du problème français et je ne suis pas tout seul parce que c'est tout un peuple qui est en colère. Laissez-nous travailler, laissez-nous réussir, qu'on nous fiche la paix. Voilà ce que m'ont dit les milliers de Français que j'ai rencontrés depuis 3 ans pour bâtir mon projet. Notre peuple n'est pas fatigué. C'est le système qui est complètement usé, avec cette incroyable accumulation de règles, de normes, de soupçons qui vampirisent notre volonté. Oui, la bureaucratie a envahi nos vies. Tout est encadré, tout est nivelé, tout est passé à la moulinette d'une logique pernicieuse. On nous dit qu'il faut mieux la paperasse que l'audace. Il faut mieux le chômage et les 3000 pages du Code du travail que l'assouplissement du marché de l'emploi. Il faut mieux le diktat syndical que le référendum d'entreprise. Il faut mieux un champ en jachère plutôt que quelques arpents non déclarés. Il vaut mieux les écrous administratifs que la responsabilité. Bref, il vaut mieux une circulaire qu'une initiative. Eh bien non. Mieux vaut pour moi le risque d'oser plutôt que l'uniformité dans la médiocrité. Voilà ce que je crois et surtout voilà ce que m'ont dit des milliers de salariés et d'agents publics. C'est ce système que je veux changer, en redonnant au pays sa liberté. Alors ça me fait sourire lorsqu'on me colle l'étiquette de libéral, comme on peignait au Moyen-Âge des croix sur les portes des lépreux. Et puis entre nous, je trouve singulièrement piquant qu'on m'accuse d'être droit dans mes bottes. Je suis un pragmatique. Je n'ai pas lu toute l'œuvre de Raymond Aron et c'est vrai, je n'ai jamais aimé Marx. Par contre, j'ai toujours écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect un grand Lyonnais, Raymond Barre.
Et j'assume, mesdames et messieurs, la première valeur de notre devise républicaine. Et d'ailleurs, si cette valeur de la liberté n'est pas en nous, si elle n'est pas portée par la droite, alors qui la portera? Certainement pas les socialistes, qui ont toujours préféré de tout temps l'égalitarisme mou, certainement pas l'extrême droite, dont le projet économique est un copier-coller de celui de l'extrême gauche. Tous les pays autour de nous qui ont réussi à relancer leur croissance et l'emploi ont utilisé le levier de la liberté. Et tous ceux qui ont échoué pour avoir préféré l'uniformité. Ah, la liberté. La liberté qu'on oppose stupidement à l'égalité. Alors qu'il existe en chaque être humain une singularité qui ne demande qu'à briller. Justice. Oui, justice doit être rendue aux femmes et aux hommes de notre pays qui veulent être debout et non pas assister. Oui, justice doit être rendue à ceux qui veulent agir et non pas être pilotés comme des robots. N'en déplaise à ceux qui pensent que le bonheur, c'est de marcher à genoux, c'est la liberté qui est le meilleur carburant des sociétés vivantes. C'est la liberté qui créera des initiatives et des emplois. C'est la liberté qui relancera l'ascenseur social. Cet ascenseur social aujourd'hui bloqué dans le sous-sol de ce système qui nous explique depuis trop longtemps qu'il vaut mieux l'ombre pour tout le monde plutôt que la lumière pour ceux qui veulent en sortir. Alors, conservateurs de tout poil, socialistes, bureaucrates, corporatistes en chef, évidemment ces gens-là craignent la liberté parce qu'ils ne la contrôlent pas. Mais croyez-moi, les jeunes n'ont pas peur de la liberté. Ils n'ont que rage pour cet immobilisme poussiéreux qui les englue et qui les pousse d'ailleurs à tenter l'aventure ailleurs. Les chômeurs n'ont pas peur de la liberté, ils ont simplement peur de rester au chômage. Les familles et les adolescents méritants des campagnes oubliées ou des périphéries délaissées, ils n'ont pas peur de la liberté, ils ont juste peur d'être enfermés dans le ghetto de l'échec. L'auto-entrepreneur, l'artisan, le jeune agriculteur, eux qui s'endettent, se lancent, ils n'ont pas peur de la liberté, au contraire, ils la réclament à corps et à cri. Je parle de liberté. Oui, la liberté pour les sans grades, pour les sans carnet d'adresse, pour les oubliés, pour les déclassés, pour les humiliés, pour les courageux, bref, pour tous ceux pour qui la liberté est une opportunité de casser le plafond de verre qui fige leur destin. Pour la liberté, je veux concentrer le Code du travail sur les principes fondamentaux et renvoyer tout le reste au dialogue social. Je veux donner aux entreprises et à leurs salariés le pouvoir de négocier pleinement entre eux les heures et les conditions de travail. Moi, je veux vraiment sortir des 35 heures, pas en sortir entre guillemets avec des conditions. Je fais le pari de la vraie négociation sociale dans les entreprises, là où les entrepreneurs et les salariés savent de quoi ils parlent, parce qu'ils parlent de leur vie, parce qu'ils parlent de leur métier, parce qu'ils parlent de leur pouvoir d'achat, parce qu'ils parlent de leur existence. Par la liberté, je donnerai à ceux qui veulent entreprendre le pouvoir de le faire, en renforçant le statut des auto-entrepreneurs et en créant celui de travailleurs indépendants. Le numérique a rendu possible de nouvelles façons de travailler, que la jeunesse plébiscite. Ça n'est pas la fin du salariat, mais c'est le début d'une nouvelle économie qui va dynamiser les générations à venir. C'est dès maintenant un potentiel de plus d'1 million d'emplois. Par la liberté, je donnerai à nos établissements scolaires la possibilité de mieux s'organiser, parce que tous les territoires ne sont pas les mêmes et tous les enfants ne sont pas faits du même moule. Par la liberté, je donnerai aux investisseurs de France le goût, l'envie d'investir ici, chez nous, pour nos industries, pour nos emplois. Oui, je suis un patriote, je suis un souverainiste, je préfère supprimer l'ISF plutôt que de voir l'économie française sans capitaux passer sous contrôle étranger. Ce sont les mêmes qui condamnent aujourd'hui la suppression de cet impôt
et qui vont se rouler par terre devant le Qatar ou devant les fonds de pension américains pour essayer de financer la survie de l'économie française. Par la liberté, je veux nous sortir du chaudron de la précaution et investir massivement dans les sciences, dans l'innovation, dans la formation, parce que ce sont les clés de notre avenir. L'intelligence artificielle, le big data, l'impression 3D, la réalité augmentée, les nanotechnologies, la robotique, les transports automatisés, les progrès de la génétique, les énergies renouvelables, tous ces changements vont nous ouvrir de formidables opportunités. Nous voyons bien que les cartes de l'économie mondiale sont en train d'être rebattues et la question qui est posée, est-ce que la France sera de la partie ou est-ce qu'on va passer notre tour? Mes amis, lorsque je réclame plus d'espace pour négocier dans nos entreprises, plus de référendums pour écouter les salariés, plus d'autonomie pour ceux qui gèrent nos écoles, plus de facilité pour les auto-entrepreneurs, plus d'encouragement pour les fonctionnaires qui veulent prendre des initiatives, c'est parce que les corporatismes, les cloisons syndicales, les idéologies verticales ne résistent plus au désir d'action des Français. Leur volonté de participer, de se créer des opportunités, oblige les pouvoirs à davantage de transparence et à moins d'arrogance bureaucratique. En fin de compte, par la liberté, je redonnerai aux Français le pouvoir de mieux tenir leur existence en main. Et celui qui la tient s'engage doublement. Il s'engage pour réussir sa vie, il s'engage pour lui, pour sa famille, il s'engage pour prouver qu'il existe en lui une flamme, et de fil en aiguille, de flamme en flamme, c'est tout un peuple qui va se redresser et qui va se mettre à gagner. Alors oui, mes amis, liberté à la liberté. Mais la liberté sans l'autorité, c'est l'anarchie. La liberté sans l'autorité, c'est, cher Bruno Retailleau, les zadistes qui tiennent le terrain contre la construction d'un aéroport malgré 100 décisions de justice et un référendum populaire. La liberté sans l'autorité, c'est la jeune Leonarda narguant un président de la République incapable de dire simplement que les lois sont les lois. La liberté sans l'autorité, c'est ce père de famille qui gagne 10 fois moins que le dealer qui trafique au pied de son immeuble. La liberté sans l'autorité, ce sont nos policiers attaqués au cocktail Molotov. Oui, il faut mettre des mots sur les actes. Un criminel n'est pas une victime, c'est un criminel. Un délinquant n'est pas un mineur qui se cherche, c'est un délinquant. Daesh n'est pas une marque, c'est l'État islamique. Un djihadiste n'est pas un déséquilibré, c'est un terroriste. Je veux rétablir l'autorité de l'État, l'autorité de la loi, la nécessité de l'ordre, parce que la sécurité doit être partout et pour tous, avec des forces de l'ordre modernes, respectées, soutenues et une justice ferme et rapide. Que demandent nos policiers et nos gendarmes? D'abord des moyens d'action performants. Nos forces de sécurité sont sous-équipées. Et elles le sont notamment pour tout ce qui relève des nouvelles technologies, pour cerner, pour chasser la délinquance. Nos forces de l'ordre doivent passer plus de temps sur le terrain et moins dans les tâches administratives. Je veux un grand ministère de la sécurité intérieure, fédérant toutes les forces qui concourent à la sécurité des Français, y compris les services pénitentiaires et les douanes. Aux côtés de l'État, tous les acteurs qui ont un rôle en matière de sécurité doivent être mobilisés et associés à la lutte contre la délinquance.
La police et la gendarmerie doivent pouvoir se concentrer sur leur mission. Et pour ce faire, la tranquillité publique commande de renforcer le rôle des maires et des polices municipales qui sont au plus près des populations. 20 000 policiers municipaux sont sur le terrain. Ils travaillent souvent en harmonie avec nos forces nationales, mais il faut aller beaucoup plus loin. Ils doivent être armés, ils doivent pouvoir procéder à des contrôles d'identité, ils doivent pouvoir accéder aux fichiers de police. Les polices municipales, les sociétés privées de sécurité, mais aussi les réservistes doivent être mobilisés. Il n'y a pas de vieux policiers, il n'y a pas de vieux juges, il n'y a pas de vieux militaires. Personne ne doit se sentir inutile au service des Français. Et puis, il faut une justice rapide et ferme. L'impunité zéro doit être la règle. Je veux rétablir les peines planchées pour les récidivistes. Un délit, une sanction. Voilà la règle qui doit être parfaitement claire pour les délinquants. Cette fermeté retrouvée réclame de reprendre le programme de construction de places de prison interrompu par Hollande et Taubira. Nous en réaliserons 16 000 pour faire de l'impunité une réalité. Mes amis, la gauche parle beaucoup de solidarité, mais elle s'acharne à affaiblir le premier cercle de cette solidarité, la famille. Je remettrai la famille au cœur de toutes les politiques publiques. Pour moi, la famille, c'est une valeur. Ça n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Et c'est encore moins un sujet d'expérimentation sociétale hasardeuse. La famille, c'est l'espace de la tendresse, de l'enfance, de la solidarité entre les générations. Alors oui, je rétablirai l'universalité des allocations familiales et je porterai le quotient familial à 3 000 € par demi-part. Comme je l'ai toujours dit, et comme je fais ce que je dis, nous réécrirons le droit de la filiation pour protéger les droits de l'enfant mis à mal par le mariage pour tous. L'accès à des soins de qualité pour tous est une exigence démocratique. Je veux remettre la médecine libérale au cœur de notre système de santé. Je veux débureaucratiser la santé. Je veux rémunérer à leur juste valeur les médecins et les personnels soignants. Je veux lutter contre les déserts médicaux, multiplier les maisons de santé, donner l'autonomie aux hôpitaux et rendre la place qui leur revient aux établissements privés qui contribuent puissamment à l'offre de soins dans notre pays. Et puis, il y a l'école. Pour nos enfants, je veux l'excellence. Pas cette langue de bois qui nous dit que tout va bien. 2 millions de jeunes ne sont ni à l'école, ni dans une formation, ni dans un emploi. 2 millions de jeunes Français, en réalité, sont aujourd'hui dans la rue, exclus de notre société, condamnés pour une majorité d'entre eux à toucher le RSA jusqu'à la fin de leurs jours. Et malgré ça, on refuse de remettre en cause notre système éducatif. On refuse toutes les réformes les unes après les autres. Nous avons tous une responsabilité. Mais je dis que ces organisations qui bloquent depuis des années les réformes de l'école commettent un crime contre la jeunesse et elles devraient en répondre devant la société française. C'est pas la compétence et le dévouement des enseignants qui est en cause. C'est la démission de l'État devant les syndicats. C'est la dictature d'une caste de pédagogistes prétentieux. Et ce sont des réseaux de pouvoir au sein de l'éducation nationale
qui sont responsables de ce désastre. Moi, je veux une école primaire qui transmette les valeurs et les savoirs fondamentaux. Je veux une école du respect, symbolisée notamment par le port de l'uniforme scolaire. Je propose de commencer la scolarité obligatoire à 5 ans pour donner une année de plus à l'apprentissage de la lecture. Je veux que l'alternance et l'apprentissage deviennent les voies principales de formation et d'accès à l'emploi. Et pour cela, je propose de fusionner les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis et de les placer sous l'autorité des régions et des branches professionnelles. Je veux que les familles soient placées devant leurs responsabilités éducatives et qu'elles soient sanctionnées quand elles se montrent incapables de faire rentrer leurs enfants le soir à la maison et de les envoyer le matin à l'école. Je propose de revoir l'enseignement de l'histoire à l'école primaire afin que les maîtres ne soient plus obligés d'apprendre à leurs enfants à comprendre que le passé est une source d'interrogation. Faire douter de notre histoire, cette instruction est une instruction honteuse. François Hollande et Manuel Valls parlent tous les jours de la République. Moi, je préfère parler de la République française. Parce que, quelles que soient nos religions, nos origines, dans la République française, on est tous pour la France, et la France est pour tous. Ça veut dire que notre nation n'est pas une addition de communautés, de ghettos, de clans. C'est une nation qui a une identité, qui a une culture, qui a une langue, qui a un drapeau. L'immigration sans intégration, sans assimilation doit être stoppée. Dans la République française, les étrangers ont des devoirs avant de réclamer des droits. C'est une question d'unité nationale, mais c'est aussi une question de courtoisie. Parce que le dernier arrivé dans la demeure ne doit pas se croire maître chez les autres. Il faut réduire l'immigration à son strict minimum, en l'organisant par quotas, en fonction de nos besoins économiques et de nos capacités d'intégration. Il faut conditionner les aides sociales à la durée de résidence en France d'au moins 2 ans. Il faut préciser à ceux que nous avons choisi d'accueillir ce que nous exigeons d'eux, un travail, la volonté de s'approprier notre langue, nos coutumes et nos règles. Pour les vrais réfugiés politiques, la générosité française doit répondre présente. C'est une question d'honneur. Mais pour les clandestins, tout sera fait pour leur retour au pays par une politique inflexible d'expulsion des migrants en situation irrégulière. Je veux conditionner l'aide au développement à la coopération des États d'origine au retour de leurs ressortissants. Mes amis, disons les choses, l'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Président de la République, je ne le laisserai pas faire. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Je veux
Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar qui abritent les penseurs de l'islam radical. Moi, je ne parle pas de lutte contre les communautarismes pour ne pas avoir à nommer le problème que nous avons avec l'islam radical. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ne dénoncent pas les valeurs de la République. Cessons donc de faire croire qu'il faut durcir les règles de la laïcité au prix d'atteintes inacceptables à la liberté religieuse, alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société. Depuis longtemps, vous me l'accorderez, je dis qu'il faut faire face au risque d'une guerre mondiale provoquée par le totalitarisme islamique. Ce totalitarisme est comparable au nazisme. Il étend son ombre sur des territoires de plus en plus vastes, du sud-est asiatique jusqu'à l'Afrique occidentale. Eh bien, pour gagner cette guerre, il va nous falloir beaucoup d'efforts et il va nous falloir beaucoup d'alliés. Et parmi ces alliés, la Russie, que l'on continue à sanctionner, alors que c'est l'État islamique que nous devons terrasser ensemble. J'entends les amis de mon concurrent me soupçonner de vouloir renouer avec la Russie une relation normale, faite de franchise et de coopération. Eh bien, je les laisse à leur circonvolution. Moi, je prendrai tous les moyens pour protéger les Français et j'utiliserai tous les pays volontaires pour abattre l'État islamique. Plus nous attendons, plus la guerre dure, avec ses massacres, plus les Russes agissent en solo, plus les métastases du totalitarisme islamique s'étendent, plus les réfugiés prennent la mer et plus les chrétiens d'Orient sont décimés. Et je profite d'être à Lyon pour saluer les Lyonnais qui se sont beaucoup engagés dans la bataille pour sauver les chrétiens d'Orient. Et je pense en particulier à Alain Mérieux et à la Fondation Mérieux, qui m'ont donné la possibilité d'aller dans les camps de réfugiés, au Kurdistan irakien, apporter ces médicaments qui sont le strict minimum pour permettre à ces hommes et ces femmes chassés de leur domicile et de leur territoire de survivre. La diplomatie française a multiplié les erreurs. Le prochain président de la République devra être autrement plus lucide et averti des réalités géopolitiques. À notre politique étrangère, j'imprimerai une vision qui ne sera ni celle de Saint-Germain-des-Prés, ni celle de Washington, qui n'a pas été d'une très grande clairvoyance ces dernières années. L'élection du nouveau président américain nourrit beaucoup de commentaires. Les vapeurs de François Hollande et les hurrahs de Madame Le Pen démontrent que ces gens-là n'ont rien compris aux relations internationales. Un pays se juge à ses actes. Et quel que soit le chef de la Maison-Blanche, il est temps pour la France et pour les Européens de comprendre qu'être l'allié et l'ami des États-Unis, ça n'est pas être les vassaux des États-Unis. Dans ce monde dangereux, l'Europe doit se ressaisir. Et ça sera une des tâches historiques du prochain chef de l'État. Le Brexit vient d'asséner à l'Union européenne un coup qui peut être mortel si nous ne sommes pas capables de réagir. Moi, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris par ce vote de rejet, parce que quand on oublie les nations se vengent. Le rêve d'une Europe fédérale, auquel personnellement je n'ai jamais cru, est terminé. Le système communautaire européen a vécu. Il faut une Europe plus politique,
plus efficace, une Europe concentrée sur les priorités stratégiques et qui renvoie le reste à la compétence des États. La première de ces priorités pour moi, c'est la souveraineté économique de l'Europe dans la mondialisation. Et sur ce sujet, nous n'avons pas le temps d'attendre que les 27 membres de l'Union se mettent d'accord sur un compromis bancal, qui d'ailleurs serait sans doute rejeté par les peuples. Il faut reprendre la marche en avant de l'unité européenne à partir de la zone euro, qui doit se donner les moyens d'être l'une des plus performantes au monde. Il faut doter cette zone euro d'un gouvernement économique composé par les chefs d'État et de gouvernement, contrôlé par les parlements nationaux. Et il faut que ce gouvernement économique fixe un agenda d'harmonisation fiscale, un agenda pour favoriser nos géants industriels, pour apurer nos dettes, pour être au cœur de l'économie mondiale. La seconde priorité, c'est la sécurité européenne. L'Europe est menacée de disparaître si elle n'est pas l'Europe qui protège. Nous avons besoin d'un nouveau Schengen, avec un vrai corps de garde-frontières, avec un vrai corps de garde-côtes, avec une coopération sans faille entre les services de sécurité. Et d'ailleurs, dans l'attente de ce nouveau Schengen, je dis que la surveillance de nos propres frontières doit être retendue. Depuis la fin de la guerre froide, l'Europe de la défense n'a rien fait pour prendre son destin en main. Elle continue de s'en remettre aux États-Unis. Ce protectorat n'est ni supportable pour les États-Unis, ni digne pour nous, et il est surtout de moins en moins efficace. Dans le respect de la souveraineté des nations, nous devons constituer une véritable alliance de défense européenne qui permette d'assurer la sécurité du continent européen et la défense de la civilisation européenne. Pour faire tout cela, il faut un leadership. L'Europe est un lieu de pouvoir où les nations fortes impriment le rythme aux autres. Lorsque la France est faible, elle subit l'Europe. Lorsqu'elle est puissante, elle la conduit. Le général de Gaulle disait que l'essentiel pour jouer un rôle au-delà de ses frontières, c'est d'exister par soi-même chez soi. Eh bien, c'est justement tout l'objet du programme que je veux soumettre aux Français. Ce programme, je le mettrai en œuvre avec un gouvernement resserré à 15 ministres compétents, un gouvernement ouvert à des personnalités de la société civile, ayant une expertise et une autorité morale incontestables. Ce gouvernement devra être prêt à agir dès le premier jour de sa nomination et pour cela, les textes de loi devront être préparés avant l'élection présidentielle. Mais la crédibilité du pouvoir, elle n'est pas seulement technique. Au sommet de l'État, l'intégrité du président et de ses ministres doit être irréprochable, parce qu'il n'y a pas d'autorité sans exemplarité. Mes amis, je relève avec vous et avec les Français qui voudront bien me suivre un défi original en France, celui de la vérité et celui d'un changement complet de logiciel. Ce défi, je le gagnerai si toutes celles et tous ceux qui en ont assez des mensonges, qui en ont assez du déclin national se lèvent. Je m'attaque au consensus, je m'attaque au confort du conservatisme, je m'attaque à une citadelle que je ne pourrai percer qu'avec l'appui de tous ceux et toutes celles qui veulent, avec moi, enclencher la révolution du bon sens. Je donne rendez-vous à tous ceux qui ont la tête sur les épaules et des valeurs solides. Je donne rendez-vous à tous ceux qui savent que le bonheur est une conquête. Je donne rendez-vous à tous ceux qui ont dans le cœur la fierté d'être français. Je donne rendez-vous à tous ceux qui ont pour ambition de hisser la nation française vers le meilleur d'elle-même. Oui, je le sais, les obstacles sont là et je ne cache rien des efforts à fournir.
mais je suis convaincu que notre nation a toutes les qualités pour se reprendre et pour surprendre le monde. La France, c'est ma certitude et c'est mon projet, peut effectuer son retournement en 2 ans. Elle peut se redresser en 5 ans et d'ici 10 ans, elle peut être la première nation en Europe. Ce soir, dans cette salle, vous êtes très nombreux et ils sont des millions, ces Français qui sont prêts à s'élancer. Je ne vois dans vos yeux ni lâcheté, ni résignation. Je vois une force qui attend son heure. Et d'ailleurs, cette force, elle s'est déjà exprimée au premier tour des primaires. Cette force, elle peut être extraordinaire si nous savons l'amplifier. Elle peut être irrésistible si nous savons la guider vers des changements inédits. Dites-le autour de vous. Vous voulez la vérité? Alors entendez celle qui monte de cette salle. Vous voulez un vrai projet? Je vous le soumets, je vous le propose et je vous invite à en être les acteurs. Vous êtes prêts à vous engager pour la France? Alors engagez-vous pour elle. Mobilisez-vous. Faites de votre volonté l'étincelle des autres volontés qui sont autour de vous. Tous les chemins, mes amis, oui, tous les chemins s'ouvrent à un peuple qui marche pour sa fierté et son avenir. Alors le 27 novembre, pas d'hésitation, foncez, foncez vers la réussite, foncez vers le progrès, foncez vers la liberté, foncez vers la justice, foncez vers la grandeur. Vive la République, vive la France!